Donc l'Hippolaïs polyglotte, il veut pas chanter, là je pense qu'il a trop chaud, ou il a déjà commencé la nicher donc il se tait. Mais quand tu es en mode printemps où le mâle chante, il y aurait pas le bosquet, il serait pas là. Tu vois, la cisticole des joncs, c'est un migrateur aussi. Il vient là, c'est pas pour rien, c'est parce que j'ai le roncier, l'aubépine et la haie de chèvrefeuille là-bas avec les pruneliers. Ça c'est trop cool parce que quand je me balade dans Paris, le cisticole il va pas là. Et je sais que ce migrateur là, en plus si je le baguais, c'est le même individu, transsaharien. Le type il vient du Sénégal, il vient de je sais pas où, tu vois, et chaque année il revient chez moi. Donc à chaque fois que tu crées des structures d'habitat, tu sais que dedans il va y avoir ça. Et c'est ça l'agroécologie, c'est que du coup tu modèles l'habitat, mais tu favorises aussi la biodive. La nutoride, ça a beaucoup fait rigoler les gens. C'est une autre tisane qui booste aussi. Donc c'est pain sylvestre, pain maritime, gingembre. Ça fait une tisane claire mais vraiment chouette niveau ensemble de saveurs mixtes. J'adore. Ça change de nuit tranquille. Exactement. Il y en a marre de nuit tranquille. Donc nutoride, c'est un petit clin d'œil. Tu vois, le noyer qu'elle va planter, moi je peux ramasser les bourgeons de noyer. Elle met des cassis et des framboisiers, je vais ramasser les bourgeons et quelques feuilles. Et tout ça, elle s'en sert quasi pas parce qu'en fait, du coup, c'est de l'ombre, c'est de la biomasse, c'est de l'humus. Et ça, cette dimension-là, dans le côté syntropique, c'est vraiment super. Et j'ai trouvé ça chouette. Et dedans, si tu as des plantes du coup cultivées, ok, tu vas essayer d'aller voir si la camomille romaine, par exemple, tu peux pas aller voir chez les maraîchers bio à côté de chez toi si tu peux pas la récolter parce qu'elle pousse naturellement. Tu ne seras pas obligé de te mettre à faire des semis de camomille matricaire. Par contre, la romaine, effectivement, elle pousse pas en nature ici et c'est une super relaxante du système nerveux. Donc tu te fais une ligne de camomille romaine et là, tu auras toute la joie de sentir cette odeur hallucinante de la camomille romaine. Dans l'épisode précédent, je vous invitais à rencontrer Ondine, paysanne herboriste en Gironde, dans son milieu naturel, son champ de 500 m² où le sauvage a toute sa place. Dans cette deuxième partie, assise à l'ombre du figuier, nous discutons de ce qui a fait germer sa passion pour la sagesse des plantes pour créer son entreprise. Comment s'est-elle formée ? Quelles sont les anecdotes pépites d'Ondine sur les plantes ? Merci d'être là, de faire partie de la communauté mycélienne qui écoute ce podcast. Pour soutenir mon travail, rien de tel que de partager cet épisode à plusieurs personnes qui seraient inspirées en l'écoutant. Ou vous pouvez aussi me faire un don sur Tipeee, si le cœur vous en dit. Que cet épisode vous transporte avec Ondine et moi, à l'ombre des arbres. Pachamama, gracias mamá madre tierra. Donc c'est grâce à Lucille, mon amie de la ferme du Bosquet, que j'ai fait ta connaissance. Et mon amie aussi. Et ton amie, évidemment. Et tu as pu accueillir plusieurs personnes de l'école d'agroécologie voyageuse qui m'ont beaucoup parlé de toi. Et du coup, ça m'a vraiment donné envie de te rencontrer. Et du coup, on vient de faire un grand tour de ton terrain, de ton jardin. On a pu cueillir de la lavande vraie, oui, c'est ça. On peut dire vraie ou officinale, c'est la même chose, ouais. Ensemble. Et j'avais envie de prendre ce petit temps, juste 20-30 minutes ensemble, pour plus parler de ton parcours, de qui tu es, de ce qui t'anime au quotidien, et puis aussi peut-être de questionnements en tant que paysanne qui te traversent. Du coup, peut-être qu'on peut commencer par... Ah oui, alors Pato répond aux cloches de l'église. Ouais, non, mais il n'y a aucun souci. Le vent vient comme ça, donc ça va être parfait. C'est génial, ça fait une ambiance de fond génial. Mais lui, c'est le loup, c'est la meute, c'est assez rigolo, quoi. C'est un truc ancestral, ça, en fait. C'est génial. Eh ben écoute, commençons par ça. Peut-être qui es-tu en tant qu'être humain ? Comment tu te présenterais, Ondine ? Déjà, ton prénom, je le trouve super joli. Ça fait un peu l'onde d'énergie qui... Parce que t'as beaucoup d'énergie. Alors JB, mon compagnon, trouve ça très drôle parce que pour lui, c'est vraiment une onde, mais c'est une onde d'humeur, soi-disant, que mes humeurs varient, alors que c'est pas vrai du tout. Bon, bref. Alors, qui je suis ? On va commencer par se définir en tant que femme.
Non, je suis... déjà l'âge où je suis, au moment de ma vie, là, j'ai 42. Voilà, je suis en phase de reconversion, mais on peut dire que je suis reconvertie. Parce que là, j'ai quand même vraiment arrêté l'ancienne vie et je suis à fond dans la nouvelle. Depuis 3 ans. Voilà, on va dire depuis 3 ans. 3e saison végétative, mise en place de tout ça, des plantes, etc. en 2022. Donc vraiment une année de lancement en pleine canicule, ça a été assez sport, mais ça permet de savoir ce qui peut m'arriver aussi au fil du temps. Et après 2 années de pluie, donc c'est bien aussi, hein, quand tu prépares toute l'irrigation face à la canicule et qu'en fait tu t'en sers pas parce qu'il pleut, c'est assez drôle. Donc avant, moi j'ai un parcours scientifique, du coup j'ai fait sciences. Je suis allée jusqu'au doctorat. J'étais passionnée par beaucoup plus ce qui bouge que ce qui bouge pas. Donc la bota, c'est quelque chose que j'avais toujours mis de côté. Et j'étais beaucoup plus dans le comportement animal, physiologie, comportement, voilà, à fond. J'aimais beaucoup le terrain. Donc pendant ma thèse, c'est le petit lien avec ma nouvelle vie quand même, c'est que j'ai bossé sur l'impact des pratiques agricoles sur les oiseaux. Ça, c'était beaucoup de contact avec les agriculteurs. Je me suis régalée. Ça se passait autour de Paris, principalement en Seine-et-Marne, mais j'avais un petit peu Yvelines aussi. Et du coup, ce contact avec... c'est les grands agriculteurs là-bas, on n'est pas sur des petites fermes, m'a vraiment beaucoup plu. Et en plus, je faisais des points d'écoute oiseaux. Donc c'est quand on écoute les oiseaux chanter, ça pour déterminer l'abondance, on va dire, relative des oiseaux sur une exploitation, avec des protocoles où je testais bio conventionnel ou non labour. Ça peut aller assez loin en fait. On se dit, mais comment est-ce qu'on peut avoir des résultats statistiques comme ça en pleine nature sur un protocole non bordé, on n'est pas en labo quoi. Et c'est toute la puissance de l'écologie et de la conservation, c'est que grâce aux statistiques, moi je suis pas forcément une matheuse, mais c'est vraiment un outil qui permet de montrer les choses en place. On peut essayer de trouver après toutes les variables qui vont empêcher de montrer l'effet que tu veux montrer, donc la météo, le temps, la surface de l'exploitation, le nombre d'épandages, enfin tu vois plein de choses quoi. Et du coup l'effet est bien ressorti et ça a donné pas mal de publis, mettant en valeur évidemment les propriétés bénéfiques de la biodiversité, sur la biodiversité du mode bio par rapport au mode conventionnel. Donc on était sur la grande céréaliculture, des choses qui étaient assez comparables. On n'était pas sur comparer un truc en maraîchage avec 40 hectares de blé, tu vois. Et j'étais déjà bien convaincue, mais alors en ayant vu ça après 3 ans de travail intense, terrain, exploitation des données et tout, on peut dire que maintenant, voilà, je sais de quoi je parle quand je parle des effets du bio. Et là, on n'est pas sur l'effet santé que les gens mettent quand même tout le temps en avant, parce qu'évidemment, c'est un volet évidemment déterminant sur mettre en avant l'agriculture biologique, l'aspect santé humaine, etc. Mais il faut savoir que pour la nature elle-même, vivante et là bien avant nous, c'est vital. Voilà, l'intensification des pratiques agricoles après la guerre, ça a ruiné la biodive. Voilà, sur les publis anglaises, ils sont toujours bien en avance avant nous, et Pays-Bas aussi. L'Alouette des champs, spécialiste du coup du milieu agricole, c'est moins 70% en 30 ans. Donc c'est phénoménal. Voilà. Donc ça a contribué à te dire, peut-être en tant que paysanne, je peux contribuer sur mon petit espace à être hospitalière pour le vivant. Alors complètement. Et c'est rigolo d'ailleurs parce qu'en fait je l'ai fait complètement inconsciemment aussi. Bon, évidemment il était hors de question de faire de la grande culture. Déjà parce que j'ai que 500 mètres carrés, mais dans ma tête évidemment c'était mort. Mais en fait on a invité des potes ornithos une fois. Tu as dit 500, c'est 5000. Moi, j'ai 500 mètres carrés là. 500 mètres carrés. Oui. Les 1000 mètres carrés de roseraie, je les compte pas, mais là, ce que tu vois, ça fait 500 mètres carrés. Non, pas besoin de beaucoup en PAM. Il faut juste savoir bien quantifier ce qu'on veut pour quel produit. Après, comme je cueille beaucoup en nature, tout n'est pas là. C'est ce que je te disais. La phase culture, pour moi, je la réduis au minimum parce que c'est pas ce qui me botte le plus, quoi. Mais voilà, donc on avait invité des potes ornithos, donc c'est des passionnés d'oiseaux,
pour les travaux ici, ça n'avait rien à voir. Et Vous avez fait un T0 ouais, mais non, ça n'avait rien à voir. On était déjà installés, hein. J'avais déjà la prairie mellifère, tout ça, machin. Et donc, comme tout bon ornitho, un copain, il sort le matin avec ses jumelles pour aller voir ce qu'il y a. Et là, direct, il me dit « Ah, ben c'est cool, j'ai vu des pinsans du Nord, puis là-bas, il y a des chardons. » Bon, je le savais bien qu'il y avait ça chez moi, mais le truc étonnant qu'il m'a dit, c'est « Bon, de toute façon, c'est pas étonnant, t'es la seule zone naturelle sur tout le tour. » Et en fait, c'est vrai. Toute la zone de prairie, machin, quand tu regardes tout, c'est la seule. Parce que tout est cultivé. Alors, aucun n'a polyculture sur Bari. Hein. Tu vois, là, t'as du maïs, ok, mais là, t'as des noyers, là-bas, t'as des kiwis, là-bas, t'as des petits fruits. C'est quand même assez diversifié. Mais c'est cultivé tout le temps et contrôlé. Et t'as très peu de repousses et d'éléments naturels. Et du coup, je me dis, mais oui, c'est vrai, je l'ai laissé pour ça. Et là, quand tu vois tout ça, ouais, c'est la zone la plus diversifiée, en fait, sur tout le quartier, quoi. Donc, ça ne veut pas dire que les habitants n'ont pas cet esprit-là. Hein. C'est juste que quand tu es agriculteur et que là, tu produis, malheureusement, ici, tu produis comme ça, quoi. Donc, bon, voilà. Et tu as aussi étudié les chauves-souris ? Oui. Alors ça c'est venu, justement quand je faisais ma thèse à Paris, je bossais sur les oiseaux et en même temps se développait au muséum, parce que c'était au muséum d'histoire naturelle que j'étais, un programme de suivi des chauves-souris, un lancement exactement sur le mode des oiseaux où on suit les oiseaux communs à travers un réseau de bénévoles sur la surface de la France. Ils essayaient de mettre en place un suivi des chauves-souris. Alors c'est plus compliqué parce que du coup les chauves-souris elles émettent des ultrasons, tu dois te trimballer la nuit avec une bad box qui écoute les ultrasons, ça veut dire qu'il faut former les gens à la reconnaissance acoustique des chauves-souris. Bon, c'était un peu un gros truc. Mais c'est parti comme ça. Et donc, je commençais à me trimballer dans Paris la nuit avec mon détecteur à ultrasons. Et j'ai bien aimé. Et échantillonner l'invisible, c'est quelque chose d'assez hallucinant. Vivre la nuit, c'est quelque chose d'assez hallucinant. Et je ne parle pas de vivre la nuit dans les boîtes de nuit avec quelques grammes d'alcool. Non, là, tu es complètement conscient de tout ce qui se passe. Et à la fois pas du tout conscient des êtres humains autour, mais juste les yeux pointés vers le ciel, en ne voyant pas ce que tu entends, et en sachant que ces petits trucs là, ces petites notes là que je fais avec la bouche, ces petites notes mouillées là, et paf, c'est une noctule, ou si tu entends un truc un peu comme les Bushman, paf, c'est une pipistrelle commune. C'était vraiment magique. Et après j'ai continué, je suis revenue quand même dans le sud-ouest, et pour faire le post-doctorat sur la migration des oiseaux avec la LPO Aquitaine et le muséum. Et là, j'ai continué sur les chauves-souris avec une asso locale, où du coup là, on faisait des pratiques où on voyait plus les chauves-souris, parce qu'on peut aussi les capturer pour identifier leur sexe, la colonie que c'est, les strates d'âge, et étudier plus profondément la dynamique des chauves-souris. Et voilà, du coup, c'est des bestioles assez fascinantes. Et ça a continué avec JB, le programme d'éco-épidémiologie, Guyane, Gabon, c'était trop cool. Avec des chauves-souris un peu dans le monde entier, complètement différentes et complètement passionnantes, et rendant des services écologiques assez hallucinants. Il ne faut vraiment pas oublier les chauves-souris, il ne faut pas en avoir peur. Ouais, ton parcours est hallucinant et je pense que j'aimerais en parler des heures avec toi. Aujourd'hui, dans ta vie quotidienne, qu'est-ce qui t'anime profondément ? C'est une question un peu compliquée, je sais pas. Ce qui m'anime, c'est... Qu'est-ce qui te donne de la joie ? Ouais, alors tout me donne de la joie. Je suis quand même pas quelqu'un... Voilà, je me lève, je suis toujours heureuse de me lever, donc c'est pas besoin d'être boostée. J'avoue que ce que j'adore quand je me lève, c'est aller directement là, sur la parcelle, à la serre, quand c'est la période des semis, quand voir... tu vois, tout à l'heure, je me suis explosée de joie parce que j'avais l'hibiscus qui arrivait, et le gombo, hier, j'en avais à peine un qui était sorti. Et ça, à chaque fois... La gastache en fleurs aussi. Ouais, la gastache en fleurs, c'est trop bien. Quand tu fais une plante pour la première fois, chaque année, j'essaie d'en rajouter, parce que la découverte est infinie quand même, un petit peu, et à chaque fois, c'est une découverte. Tu vois, j'avais fait Escholzia. Tu me parlais d'ashwagandha. C'est un truc que j'ai voulu faire, c'est clair, mais je ne pouvais pas tout faire. Et j'avais tenté Escholzia. Et en fait, je l'ai oublié, cette plante, parce que j'avais toute une ligne avec plein d'autres trucs. Et style, j'avais dû planter 2 graines. Et en fin de saison, comme ça, je vois une fleur jaune comme ça, qui ressemble à un coquelicot, là, un espèce de mélange pavot. Et là, ça m'a fait tilt dans ma tête et j'étais toute heureuse. Mais en fait, j'en avais qu'une seule qui avait marché. Mais ça fait partie des petites joies du truc. En fait, quand on se lance dans ça, plante aromatique et médicinale, il y a une phase où on cueille en mode... onirique, tu vois, on se balade, on cueille, c'est génial, la nature à profusion te donne les feuilles de noisetier, les feuilles de framboisier, tout est super, mais t'as le temps.
T'as le temps, tu cueilles un peu et tout ça. Et quand tu te lances vraiment, ça commence à être un peu plus costaud. Donc ça veut dire que tu prends un chouïa moins de plaisir parce que tu sais, en fait, tu commences à mieux jauger les quantités qu'il va te falloir pour continuer ton produit, tu vois. Et en même Le mental arrive voilà. un petit peu plus. Et ça, c'est marrant parce que j'avais vu un film, je sais plus lequel c'était, je pense que c'était sur Arte TV où il passe des reportages comme ça, souvent sur les cueilleurs, où il y a un type qui cueillait comme ça et qui disait exactement la même chose, en plus violent que moi quand même, parce qu'il disait que lui, il était vraiment passé du rêve à la réalité, mais bon, pour moi, la réalité me va aussi, parce que comme je te disais tout à l'heure, ok, si une année, j'arrive pas à cueillir assez de fleurs de tilleul et que dans ma tisane pour dormir, il y en a plus, ben au final, c'est pas la cata. Je vais la barrer de la liste des ingrédients. Je vais le dire en direct, parce que je fais beaucoup de ventes directes aux gens. Et s'ils veulent pas la prendre, ils la prennent pas. Mais en général, ils la prennent quand même, parce que dedans, il y aura la camomille romaine, il y aura la camomille matricaire, il y aura l'aubépine, et il y aura plein d'autres plantes relaxantes. Et si ça marche moins bien, ben, peut-être qu'ils arrêteront. Mais en général, ils la reprennent quand même, parce que c'est des plantes de qualité qui ont un bon effet. Ce qui va être enlevé un peu, c'est le côté mielé. Alors pour le goût, dans une tisane, c'est un peu chiant. Mais voilà, j'ai tellement de produits aussi que si j'ai une pénurie, c'est la diversité dans les produits, c'est comme pour les plantes, t'arrives à te retaper quoi. Et est-ce qu'il y a eu un déclic pour que tu te dises je vais devenir herboriste? Ouais, le déclic, il est complètement personnel. Ça s'est passé avec ma fille qui avait des petits tics nerveux. Et alors que bon, elle est complètement... pour moi, j'arrivais pas à l'expliquer, tu vois. Et des tics nerveux qui l'angoissaient un peu, avec un peu de difficulté à dormir, tout ça. Et donc, j'arrivais pas à trouver ce qui pouvait la calmer au final. Et là, j'avais quand même dans mes relations des gens qui faisaient ça et qui m'ont dit, teste l'huile essentielle de camomille romaine, donc qui est une super relaxante. Et je crois que j'ai pas pris l'huile essentielle, j'avais pris l'eau florale. Et j'avais dit à ma fille, écoute, voilà, tu peux t'en mettre un petit peu sur l'oreiller, tu peux t'en mettre un petit peu à sniffer comme ça avant de dormir, et teste. Et là, elle m'a dit, ah là là, maman, c'est génial, ça m'a vraiment bien réussi, j'ai adoré. Et donc du coup, ça m'a scotché, parce que quand même, ça faisait un moment que j'essayais de trouver des solutions à ça. Et là, c'était parti. Dans ma tête, j'ai commencé à fouiller les propriétés médicinales des plantes, ce qui m'a permis de rentrer dans la bota. C'était vraiment les propriétés médicinales. Et là, c'est infini. Et comme c'est une curiosité vraiment... une curiosité scientifique de savoir comment ça marche. Je me suis remis dans la biochimie. C'était super. Et ça continue parce qu'il y a toujours des plantes à étudier. Donc c'était ça le déclic. Et ensuite, comme je te dis, on voyageait beaucoup, on était beaucoup sur le terrain. On a un petit qui avait, là du coup maintenant c'est il y a 3 ans, il avait 5... Non, qu'est-ce que je raconte il avait 3 ans. 3 ans, donc on se les trimballait un peu sur le terrain et tout, mais c'est épuisant avec un tout petit, c'est pas idéal. Nous on se voyait pas trop, on dit allez on va se recentrer, on va essayer de trouver un truc ici. Donc tu vois, JB s'est reconverti en boulangerie et moi je dis moi aussi il faut que je reste ici, c'est bon là, le terrain toute seule l'été machin, c'est pas cool quoi. Et on avait ce terrain qui est petit mais qui était suffisant. Et j'ai dit, j'ai qu'à monter mes plantes ici, comme ça. Du coup, je fais tout ici, je suis là, et voilà. Donc ça a commencé comme ça. Et comment tu t'es formée? Alors là, moi je suis une grande lectrice, donc j'ai lu énormément. Ça a été quand même la première des formations. En plus, j'ai eu une phase transitoire avec l'ancien boulot, il y avait le Covid et tout, il y a eu des phases où on ne bossait plus. Donc du coup, j'ai lu beaucoup. J'ai eu des formations en ligne. Je conseille à tous les chemins de la nature quand même, c'est topissime. Et la formation du cueilleur, ok, on se la paye de sa poche, mais elle est hyper complète. Donc tu connais, transformer les plantes pour la cuisine, les propriétés thérapeutiques. Les mecs, l'équipe, c'est des pharmaciens de formation, donc tu as aussi bien de la biochimie, le support PDF, tout est super bien décrit. Les arguments pour la galénique, là, si tu veux faire quelque chose qui s'extrait en lipophile ou qui est plutôt
hydrophiles ou quoi, ils te disent pourquoi du coup tu vas l'extraire de telle ou telle façon, parce que les molécules que tu veux extraire, elles sont justement plus ou moins hydrophobes. Donc ça c'est trop cool, c'est exactement ce que je cherchais. Cette formation elle est vraiment géniale. En plus le type Christophe Deaudy là, il est assez sympatoche. Et quand tu fais une transition, tu as quand même un petit peu encore ton ancien boulot, donc ça te permettait de pouvoir regarder tes vidéos à des temps décalés du boulot. Donc le soir, aller se faire sa petite vidéo, machin, alors que tu apprends des choses et qu'en plus tu es tranquille chez toi, j'avoue que j'ai vraiment adoré. Sinon, j'ai acheté énormément de bouquins. La gémothérapie, je l'ai fait du coup un petit peu in situ avec des gens qui le font. Donc, mes copains en Corrèze, là, Amélie Lotus. J'ai appris un peu comme ça en les questionnant. J'ai appris, parce que c'est quand même pas hyper compliqué, en lisant la façon de faire. Après, la reconnaissance... elle est un peu dure au début parce que du coup tu es en phase où il n'y a que les bourgeons. Donc si c'est un milieu que tu connais pas l'arbre à l'avance, il faut quand même être capable de reconnaître un bourgeon d'orme, voilà, un bourgeon de sol blanc, etc. Tu as encore le tronc pour t'aider, mais tu n'as pas beaucoup d'autres indices. Donc là j'ai fini par trouver un bouquin cool. Je sais plus si c'est chez Delachaux ou quoi, où ils ont fait branches, rameaux, bourgeons. Mais voilà, ça peut se faire sur 2 saisons. En gros, tu identifies les arbres et tu checkes l'année d'après que c'était bien ce que tu avais identifié. Bon, sinon, quand même, la plupart des bourgeons et des arbres sont identifiables. Les peupliers, c'est facile. Le sureau, c'est facile. L'aubépine aussi. Le prunelier, le bourgeon, il a goût d'amande. Donc, tu peux même goûter les bourgeons. Dans l'identification, ça rentre en compte. Et donc, ce côté identification ne m'a pas posé plus de soucis que ça non plus, mais aussi parce que j'ai la formation naturaliste et une clé dichotomique, je sais l'ouvrir, je sais que voilà. Si j'ai un petit conseil d'ailleurs à donner quand même, parce que j'ai eu pas mal de stagiaires ici, il y a quand même beaucoup de gens qui font du PlantNet. PlantNet, c'est cool parce que ça va te donner une première entrée par exemple sur la famille ou le genre. En général, ça se plante pas trop parce que les caractéristiques de genre, elles sont assez facilement identifiables via l'algorithme. Par contre, il faut vraiment faire gaffe au pourcentage de confiance et il faut vraiment soi-même être sûr à 100% de la plante qu'on cueille. Et ouais, ça peut vraiment foirer, il faut pas faire que ça, il faut pas hésiter à s'acheter une flore et même pour soi, parce qu'en fait on va jamais savoir reconnaître, parce que le chemin d'identification en fait il reste gravé dans ta tête. C'est comme le GPS et une carte routière en fait. Tu vas remettre ton GPS 15 fois pour aller chez un pote parce que tu n'auras jamais regardé la route. Et si tu prends la carte, tu ne le regarderas qu'une fois, quoi. C'est exactement la même chose. Alors, je sais plus la question. Il n'y a aucun souci. Je savais que ça allait se passer comme ça. Le podcast s'appelle Agroécologie voyageuse. C'est quoi l'agroécologie pour toi ? Est-ce que tu penses la pratiquer et est-ce que tu vois des pistes d'évolution sur ta ferme pour aller vers encore plus d'agroécologie ? J'ai le petit côté animal qui me manque ici. Tu vois, je t'avais dit qu'on avait des petits cochons gascons avant. C'est vrai que c'était cool. Tu vois, le poulailler, on l'a toujours pas parce que du coup, on a les trucs de chantier qui prennent de la place. Mais pour moi, c'est un tout. Complètement. Et tu vois, quand tu dois aller chercher... Moi, on avait des chevaux quand j'étais petite, là. Et du coup, le crottin, je l'aurais eu directement là, tu vois, pour faire un... Donc, je t'ai dit que j'intervenais pas beaucoup. Mais pouvoir amender la terre avec quelque chose qui vient de chez toi, pour moi, ça fait partie du cycle de la vie, quoi. Donc, si j'avais des poules, oui, je mettrais le guano des poules. Si j'avais une colo de chauve-souris chez moi, je mettrais du guano de chauve-souris. Voilà, on peut aussi se servir des trucs naturels quand on veut. Mais, ouais, ça j'aimerais bien. JB aussi, je pense, avoir quelques petits cochons ou quoi. Mais on est en zone inondable et du coup avoir des animaux c'est un peu coton. Ça veut dire que quand l'eau arrive, il faut les monter sur la côte et tout ça, c'est un peu chaud. Après ça n'empêche pas les gens ici d'avoir des poules, etc. Donc ça doit être jouable. Après, comme je t'ai dit, la surface des annuelles, qui est une surface qui est toute petite chez moi, parce que ce que tu vois là, ça doit faire 20 par 23, un truc comme ça, mètres carrés, c'est ridicule. Et du coup, cette surface-là, c'est quasiment la seule que j'arrose. Et en fait, comme je t'ai dit, l'arrosage, c'est un peu ma bête noire, j'en ai ras-le-bol de gérer ce truc-là.
Et entre les sprinklers qui se bougent, le goutte à goutte, le machin, les plans qui varient puisqu'on est en rotation, donc t'as pas les mêmes tuyaux, les fuites, en plus le matos qu'on te donne c'est tout du plastique qui crame, enfin bon bref, c'est peut-être le poste de dépense le plus cher de ce que je fais, alors c'est ridicule pour à peine s'en servir. Donc là ouais, je pense que ce que j'ai commencé avec les lignées verticales, les cassissiers, les chaînes, les cognassiers, le déflié, tout ça dans la prairie, là-bas, je pense que je vais le continuer là-dessus. Et puis le déclic, là, ça a été le petit voyage en sud Maroc, là, où en fait, ils étaient exactement comme ça depuis des centaines et des centaines d'années, quoi. Il y a quand même un témoignage de Pline l'Ancien qui décrit, donc je pense qu'il était allé au Maghreb, je ne sais pas si c'était Algérie ou Maroc ou Tunisie, il décrit exactement ce qu'on a vu, quoi, là-bas dans les oueds, c'est-à-dire que tu as le figuier, dessous tu as l'olivier, dessous, tu as le grenadier. En dessous, tu as les cultures, le fourrage pour les bêtes. Et après, tu as les quelques cultures vivrières, quoi. Et la seule différence par rapport à ce qu'on a vu, nous, c'est qu'entre-temps, on a découvert l'Amérique. Et du coup, il y avait des patates et des tomates et des poivrons. Mais en gros, ils vivent comme ça depuis des lustres. Ils ont un problème d'eau. Enfin, ils n'ont pas de problème d'eau. Ils vivent grâce à l'oued. Mais quand il y a... enfin, tu vois, tout est en harmonie totale. Parce que quand l'oued, il donne peu, bah, ça cogne là-bas, quoi. C'est le désert tout autour. Chez nous, le figuier, ça pousse comme ça respire. Figuier noyer, voilà, je vais créer de l'ombre. Bon, je paille déjà beaucoup. Tu vois, là, j'ai fauché, donc on va garder l'humidité, là, côté fraîcheur, pour limiter l'évaporation en paillant à fond. C'est sûr, c'est du boulot, hein, mais c'est carrément mieux que de se saouler avec l'irrigation. Et puis, c'est tellement plus joli en plus. Voilà. Et c'est quoi alors l'agroécologie pour toi? Ben pour moi c'est ça justement, c'est que là en créant ça, tu penses directement à l'habitat. Donc par exemple, bon, quand tu es ornitho, tu vois je te parlais du bosquet là où il y a le puits là-bas, donc l'Hippolaïs polyglotte, il veut pas chanter là, je pense qu'il a trop chaud, ou il a déjà commencé la nicher donc il se tait, mais quand tu es en mode printemps où le mâle chante, il y aurait pas le bosquet, il serait pas là. Tu vois, la cisticole des joncs, c'est un migrateur aussi. Hein. Il vient là, c'est pas pour rien. C'est parce que j'ai le roncier, l'aubépine et la haie de chèvrefeuille là-bas avec les pruneliers. Ça c'est trop cool parce que quand je me balade dans Paris, le cisticole il va pas là. Et je sais que ce migrateur là, en plus si je le baguais, c'est le même individu, transsaharien. Le type il vient du Sénégal, il vient de je sais pas où, tu vois, et chaque année il revient chez moi. Donc à chaque fois que tu crées des structures d'habitat, tu sais que dedans il va y avoir ça, et c'est ça l'agroécologie, c'est que du coup tu modèles l'habitat, mais tu favorises aussi la biodiversité. Alors j'ai une dernière question. Est-ce que tu as un conseil à donner? Alors non, j'ai deux questions. L'avant-dernière, c'est est-ce que tu peux nous présenter ta gamme? Parce qu'on n'en a pas parlé en détail et comme ça me permettra de savoir aussi ce que je t'achète. Alors, pour faire ça, je visualise ma table de marché. Parce que sinon j'en oublie toujours. J'ai les yeux fixés vers le vide là. Mais je te jure que c'est comme ça que j'oublie rien. Donc là, Gémeaux. Gémothérapie, j'en suis à 38 essences, je crois quand même. Arbre et arbuste. Donc c'est cool. Il n'y en a pas un qui est vraiment chevauchant. Donc c'est dire quand même les propriétés des bourgeons, c'est quelque chose de chouette. Hein. Avant de me lancer dans la Gémeaux, c'est pas quelque chose qui a été hyper répandu. J'avais du mal à trouver des ouvrages avec des solides bases scientifiques pour m'expliquer ce que c'était, comment ça marchait. Et j'avais vraiment besoin de savoir. Et puis quand j'ai fini par lire l'ouvrage de Pitera et je sais plus comment il s'appelle, la référence des Italiens. Voilà, du coup, j'ai compris que ok, c'était cool, ça marchait comme ça, c'était pas une lubie. Et ça, du coup, c'est vraiment le début du lancement. Ma première gamme, c'est la Gémeaux. Voilà, cueillir des bourgeons, macérat, glycériné et alcoolique. Ça se prend en gouttes, c'est vraiment super, je le conseille à tout le monde.
Ensuite, à côté de la GMO, j'ai les aromates. Donc tu vois mon petit parterre quand même, je pense à la bonne bouffe, au goût et au plaisir culinaire. Moi j'aime beaucoup manger, on aime beaucoup les saveurs quand même chez moi. Et du coup, une sarriette, un origan qui a bon goût et qui n'est surtout pas oublié sur la pizza, ça transforme les brousquettes. Si tu mets pas d'origan et de sarriette, ça vaut rien quoi. Du thym, une huile d'olive avec dedans du basilic, un citron confit, de la sarriette, du thym citron, enfin, c'est top quoi, ça rehausse le tout. Donc là il y a des petits aromates comme ça. Il y a les fleurs comestibles, donc ça c'est pareil, c'est chouette, dans un taboulé ça te met des couleurs sur une assiette. Les femmes sont extrêmement sensibles aux couleurs dans l'assiette, beaucoup plus que les hommes, et j'ai 98% d'ailleurs de femmes comme clientes. Du coup on se marre bien je trouve. Moi j'ai toujours travaillé avec des hommes et là dans ce travail là je bosse qu'avec des femmes, c'est assez rigolo. Et du coup les fleurs comestibles, calendula, mauve, bleuet, ortie, coquelicot, dans une assiette c'est super joli et en plus ça a des propriétés nourrissantes, il ne faut pas du tout l'oublier. D'ailleurs il y a un super bouquin là-dessus sur les propriétés nutritives des plantes qui sont rarement cultivées, quoi, des plantes que tu trouves dans la nature, les messicoles comme le coquelicot et tout ça, et c'est super intéressant. Tout le monde connaît l'ortie pour ses minéraux, mais voilà. Ensuite, tu as les physalis. Bon, évidemment, tu as toute la gamme de tisanes, donc, qui est quand même super importante, parce que tu as la digestive, tu as la détox foie-rein, la clean-up, tu as la picha, ça veut dire pipi en basque, un petit clin d'œil à mon beau-père, ça. Donc, c'est une diurétique, élimination par les reins, vraiment chargée, avec pas mal de plantes. Je pense que celle-là, elle doit vraiment être très efficace. Et d'ailleurs, j'ai pas mal de gens qui reviennent la prendre alors que c'est pas la plus goûtue. Donc c'est pour dire qu'il y a des fois l'effet thérapeutique dans les tisanes, il supplante un peu le côté plaisir, mais quand on en a besoin, on en a besoin, quoi. La minette, parce que j'ai quand même fait une bonne gamme pour les femmes qui souffrent de douleurs menstruelles terribles et qui ne le disent à personne. Donc là-dessus, la minette, elle est chouette. J'ai mis l'accent sur le basilic, qui est un spasmolytique génial. C'est pour ça que j'ai tant de basilic au jardin. Cela dit, le basilic, quand tu commences, c'est une passion. Parce qu'ils ont tous des goûts différents, des odeurs différentes. Donc c'est un mix basilic, citron, basilic, grand vert, basilic tulsi, basilic cannelle. Dedans, tu as l'anti-inflammatoire avec la camomille matricaire et il y a de la millefeuille. Donc que ça soit le côté inflammatoire quand l'utérus se désagrège ou spasme, du coup quand le muscle se contracte, tu vas arriver à jouer sur les deux tableaux et ça va carrément te soulager. Ma meilleure amie qui souffre de douleurs fatales là-dessus, elle en peut plus depuis qu'elle est jeune, m'a dit « Ah, mais si j'avais eu ça depuis longtemps !» Et elle se prend cette tisane et du coup c'est une de mes plus belles victoires, ça. Pouvoir soulager quelqu'un qui souffre, c'est quand même top, quoi. J'ai la Gorgeous qui est évidemment faite... alors, je joue avec les mots évidemment, j'aime bien l'anglais, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de mots un petit peu anglais dans mes noms. Gorgeous, il y a gorge dedans, ça veut dire aussi qu'elle est superbe, on est d'accord, cette tisane. Origan, hysope officinale, qu'est-ce que c'est la troisième antiseptique, je sais plus ce que j'ai mis, peut-être du thym. Et après tu couples avec des plantes respiratoires et, comme la ronce, et tu mets des émollientes. Et en gros, quand tu as une crève de fou, quand tu as une grippe, quand tu as le Covid, quand tu as un simple rhume ou une bronchite, ça va vraiment t'aider, quoi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le maté landais, mon petit clin d'œil à mon accent dont j'arrive pas à me débarrasser au fil des années. Donc oui, j'ai grandi dans les Landes, donc c'est du maté. Donc ça, effectivement, je le produis pas. Je me permets quelques incartades quand même pour des besoins qu'ont les gens. Le maté, c'est entre le thé et le café. C'est cool parce que ça crée pas de dépendance. En plus, c'est hypoglycémien, donc ça peut aider comme partenaire minceur, ce que recherchent certaines femmes qui ont des problèmes de poids. Donc ça, c'est cool. Et du coup, le côté conifère qui vient des Landes avec le pain maritime, c'est quelque chose de très sympa, à la fois gustativement parce que c'est un côté vanillé citronné que moi j'adore, et en plus les conifères soutiennent les glandes surrénales, donc ça fait un complément pour cette tisane qui booste. La nutoride, ça a beaucoup fait rigoler les gens. C'est une autre tisane qui booste aussi. Donc c'est pain sylvestre, pain maritime, gingembre. Ça fait une tisane claire mais vraiment chouette niveau ensemble de saveurs mixtes, j'adore. Et tu peux la boire froide aussi toute la journée. Et j'ai vraiment des clientes qui sont bien fans de la nutoride, c'est drôle. Alors évidemment on rigole bien quand elles l'achètent, mais... ça change de nuit tranquille. Exactement, il y en a marre de nuit tranquille. Donc nutoride, c'est un petit clin d'œil. Ça fait pas mal rire ma mère
mère, ça. Voilà. Après, t'as les baumes aussi. Après, j'ai les baumes. Donc, ici, baume anti-moustique et baume après piqûre, c'est quand même vital parce qu'on se fait défoncer. Mais pas qu'ici. Hein. Maintenant, on se fait tout le temps défoncer partout par les moustiques. Et les urbains, là, autour de Bordeaux, puisque c'est quand même la grosse agglomération que j'ai le plus près, en souffrent énormément. Tu Donc... utilises ton baume à la consoude aussi. Ah, le petit cicatrisant, bobo. ouais. Cool. Donc ouais, celui-là aussi, c'est magique, la consoude. Hein. Voilà, là, tu couples ça avec la lavande officinale, tu as le côté antiseptique nettoyant et le côté cicatrisant. Tu sais que pour la petite histoire, mais je te l'ai dit, non? Ils utilisaient ça dans les tranchées, les médecins, sur des fractures ouvertes, quoi. Donc c'est quand même énorme. Ils n'avaient rien, ils faisaient les moyens du bord. Quand j'ai lu ça dans les carnets de je sais plus quel toubib, je trouvais ça génial. Et voilà, et qu'est-ce que j'ai fait? Le pain maritime aussi, le baume du landais. Petit clin d'œil au baume du suédois, voilà, avec juste cire d'abeille et macérat huileux de pain maritime, expectorant mucolytique et sans huile essentielle parce qu'il ne faut pas oublier les bouts de chou et les femmes enceintes qui en général n'ont rien pour se soigner que les tisanes et les baumes, ben, ça aide bien quand même. Voilà, je pense que... T'as les sirops aussi. Ouais, les sirops. Ouais, des sirops un peu... avec des goûts originaux, quoi. Donc ça, c'est chouette. Alors, ils ont tous la même couleur, effectivement. Le sirop de menthe n'est pas vert chez moi. Mais en plus, il a goût de menthe bergamote. Donc ça, c'est encore meilleur à mon goût. Avec un petit coup d'agrumes qui est bien sympa. Le petit coup fraîcheur, il faut mettre de la menthe poivrée dedans, pas oublier. Un peu de menthe verte. Et le gingembre, bah voilà, c'est une tuerie. Moi, j'adore. Là, j'avoue que ma serre, elle était un peu à vocation tropicale, sans toutefois que je la chauffe. Essayer de garder une atmosphère humide et chaude pour faire du gingembre, le basilic sacré, la citronnelle de Java, le curcuma, c'était un peu un plus, mais je me suis bien pris. Et l'an dernier, j'ai quand même vendu en frais un peu de gingembre. Alors, les gens ont adoré avoir du gingembre de Garonne, là, tu vois, qui vient pas d'Asie ou du Pérou. C'était quand même un petit plus niveau bilan carbone qui était appréciable. Après, je produis pas du tout assez pour beaucoup. Et le but, c'était de m'en servir pour faire les sirops. Mais là, j'en suis quand même encore à complémenter avec de l'achat. Mais le gingembre, c'est quand même vraiment une plante d'enfer, quoi. Et t'as aussi des huiles essentielles et les eaux florales? Alors, l'huile essentielle, j'en ai pas. Parce que j'ai un tout petit alambic et qu'avec un 20 litres portugais comme ça, tu peux pas en faire. Il faut des quantités phénoménales. Le rendement est très faible en huile essentielle. Mais j'ai beaucoup d'eau florale, effectivement. Enfin, beaucoup. Pas en quantité, mais en diversité. Parce que c'est génial, c'est un côté complètement magique hein, de distiller le romarin et d'en faire sortir cette eau florale. Voilà, tu extrais vraiment l'odeur. Le mieux, je pense que c'est la camomille. Alors cette eau bleu turquoise qui sort grâce au camasulaine là, qui est dedans. Il y a la même dans la millefeuille molécule qui sort une eau bleue qui sent la pomme. Ça a exactement la même odeur que la camomille. C'est génial. L'eau de rose, bah, c'est le produit des femmes et j'étais bien heureuse d'arriver à en faire au bout de la 2e année. Ça a été top. Donc oui, des eaux florales. Et puis des plantes simples, tout simplement. Si tu as une femme qui est déminéralisée, qui a envie de prendre de l'ortie, ben, elle peut venir juste prendre un petit sachet d'ortie. Voilà, noisetier, petit côté circulatoire, respiratoire. Les plantes simples, en vrai, je pourrais en faire beaucoup plus. C'est juste que voilà, c'est vachement chronophage. C'est chouette, mais du coup, ça crée des sachets en plus. Il faut faire des sachets en plus. Et déjà, arriver à pérenniser la gamme de tisane, c'est chaud, hein, parce qu'on ne se rend pas compte, mais faire une tisane, moi je l'ai fait par 20 sachets. Hein. Donc quand d'un coup, par exemple, tu vois, quand j'ai quelques revendeurs, quand la personne elle me demande « Ah ben tu m'amèneras 5 tisanes de chaque », je lui dis « Mais tu te rends pas compte ?» En fait, c'est un quart, c'est un 5e de ma production que tu prends en une fois ou un quart, tu vois. Donc non, ça fait beaucoup. Je vais t'en donner 2 de chaque et puis comme ça, j'en garderai sur le marché pour mes clientes parce que... Justement, à propos de marché, donc tu vends par correspondance uniquement la Gémeaux. Ouais, et encore, je te dis, ça s'est pas du tout déclenché. Hein. J'ai créé ce site de vente en ligne. Mais si jamais les gens veulent t'en commander, voilà. ils peuvent. Lafleurodin.org, ça existe, ça marche. Je me suis testé moi-même. La commande arrive au bout. tu peux, voilà, ça m'arrivera sur ma boîte mail. On peut. Et il y a la Gémeaux, parce que la Gémeaux, j'en produis assez et j'en vends pas mal, mais j'en vends moins que je ne pourrais.
Donc je me suis décidée à faire ça. Mais comme je te dis, c'est pas le moyen de vente que je préfère. Voilà. Et pour les gens qui vivraient en Gironde, on peut te retrouver sur le marché de l'Aréole. Voilà, alors l'Aréole tous les samedis, ça c'est vrai. Maintenant c'est tous les samedis matins. C'est le plus beau marché de France, il faut quand même le dire, depuis l'an dernier. Alors c'est vrai qu'il est très grand et très diversifié et on est en bord de fleuve, donc ça a un côté bien sympa. Je suis à Langon tous les 15 jours, la deuxième petite ville à côté de chez moi. Et je me rapproche de Bordeaux le mardi matin sur Pessac. Voilà, c'est le marché bio. C'est un marché qui date depuis très longtemps. Hein. Il a plus de 30 ans, je crois, ce marché maintenant. Et c'est assez sympa. C'est pas le même public. Là-bas, tu es vraiment sur des urbains qui sont en manque total de produits qui viennent de la campagne, quoi, qui en ont marre d'acheter dans des magasins. Et c'est des clients très fidèles. C'est toujours les mêmes qui viennent. C'est assez chouette d'avoir ces différents marchés. Voilà. Alors, ma dernière question. De par ton expérience de vie et installée depuis 3 ans, est-ce que, et notamment tes défis, tes challenges, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui aimeraient faire comme toi ? Ne jamais faire une plante qu'on n'aime pas, déjà, parce qu'on a des feelings aussi avec les plantes. Et ça, c'est hyper important. On peut se dire que sur le marché, par exemple, notamment quand il y a eu la vague Covid, les gens veulent à tout prix de l'échinacée. Mais si c'est une plante qu'on ne sent pas, parce qu'en plus elle est bisannuelle, donc il faut attendre 2 ans avant d'avoir ton truc et tout ça, qu'on n'a pas envie de la faire, mais il ne faut pas la faire, parce que déjà c'est sûr qu'on va la foirer. Allez vers les plantes que vous aimez, parce que du coup vous aurez tout le plaisir avec, quoi. Voilà, moi je ne vais pas m'émerveiller du coup sur une plante que je juge secondaire, qui pour moi n'est pas celle qui a les propriétés les plus importantes, que j'aurais pris par défaut parce que c'est la demande des gens. Voilà, tu vois, il faut y aller, il faut faire les produits qu'on a envie de faire. Et quand on se lance, il y a un travail de réflexion qu'il ne faut pas faire dans le mauvais sens. Il ne faut pas non plus, là je vais prendre le revers de ce que j'ai dit, faire que les plantes dont on a envie et ne jamais penser à la transfo derrière. Parce qu'au contraire, là du coup on va engager et des sous et du temps sur quelque chose et après on va se dire mince, mais alors comment je vais vendre ça? Ah mince, en fait c'est plutôt en fréquence sec. Ah mince, du coup ça rentre pas du tout dans la gamme de demande des produits, je sais pas moi, sur un restaurant, si on a prévu de vendre sur un restaurant. Enfin tu vois, il y a une réflexion qui part des produits qu'on veut faire et du coup après, si on veut faire une tisane par exemple, je prends un exemple très concret, une tisane pour dormir. Il y a quand même des plantes qui sont vraiment puissantes là-dessus sur le système nerveux. Donc tu vois, je te parlais du tilleul. Donc c'est cool, déjà dans sa tête, c'est pas un truc qu'on va cultiver, ça va être de la cueillette sauvage. Est-ce que j'ai des tilleuls dans des zones clean autour de chez moi où je pourrais aller cueillir les bractées fleuries? Tu vois, ça c'est important. Si tu es en parc urbain et que tu vis en ville, bah, c'est mort, tu vas pas aller cueillir au centre de Bordeaux les tilleuls, quoi. D'abord, c'est dégueulasse. Et ensuite, ça ne sera pas considéré comme une zone naturelle, donc tu pourras pas, si tu es en bio, évidemment. Et dedans, si tu as des plantes du coup cultivées, eh ben ok, tu vas essayer d'aller voir si la camomille romaine, par exemple, tu peux pas aller voir chez les maraîchers bio à côté de chez toi si tu peux pas la récolter parce qu'elle pousse naturellement. Tu ne seras pas obligé de te mettre à faire des semis de camomille matricaire. Par contre, la romaine, effectivement, elle ne pousse pas en nature ici et c'est une super relaxante du système nerveux. Donc, tu te fais une ligne de camomille romaine et là, tu auras toute la joie de sentir cette odeur hallucinante de la camomille romaine qui n'a rien à voir avec ce que tu te retrouves dans la tisane quand on te vend de la camomille double pétale, là, sans, tu sais, il y a des fleurs ligulées dedans jaunes et celle-là, elle les a pas. Et du coup, celle-là là, que tu prends sans être double, naturelle et qui pousse chez toi, c'est un bonheur. Hein. Voilà, donc voilà. Pensez d'abord à ces produits et ensuite on met en terre si on a une phase de culture, réduire la phase de culture au maximum, moi je trouve, et ensuite essayer de se servir de tout ce qui existe déjà autour de chez soi. Je vais encore te poser une question, donc on arrive sur la dernière question. Comme j'ai pas préparé mes questions, j'y pense au fur et à mesure. Donc moi déjà je voulais te remercier pour le temps que tu prends à partager. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont profiter de ça et Bon, on a un tout petit peu travaillé, mais c'est quand même du temps que tu dédies au partage et à la transmission. Donc merci beaucoup. Et aussi merci pour tout ce que vous avez réalisé en 3 ans, un tout petit peu plus que vous êtes arrivé sur ce terrain. Mais en tout cas, c'est magique de voir tout ce que vous avez réussi à créer. Et je pense qu'il y a des moments où c'est dur aussi. Donc ça donne beaucoup d'inspiration. Oui.
Et du coup, je vais te laisser le mot de la fin. Est-ce que toi, il y a quelqu'un que tu aimerais remercier ? Alors, oui, là je veux dire dans l'installation là, j'ai quand même vraiment été aidée par les maraîchers bio. Et ils sont partageurs, ils produisent avec cœur, avec amour, avec énormément de labeur. Je pense que le maraîchage, c'est un des trucs les plus durs qu'on peut faire. C'est bosser non-stop. Voilà. Donc, je prends l'exemple de Lucie et Arafat. Alors, bien sûr, je les remercie, eux en particulier. Je sais pas si tu as remarqué sur leur exploitation le nombre de plantes qui ne leur servent pas directement puisqu'ils ne les vendent pas, mais c'est tout le bonheur de leur exploitation. C'est quand elle fait les 40 lignes là, de calendula un peu partout. Alors elle s'en sert certes pour favoriser les pollinisateurs, pour ses courgettes, ses machins, ces trucs, tout ce qui doit être pollinisé, mais je pense que fondamentalement, c'est parce que Lucille, c'est une agronome passionnée et qu'elle aime la nature, tout simplement. Et d'ailleurs, pour les fans, comme ils sont de Saint-Tropez, je trouve qu'il y a quelque chose qui n'a pas du tout été mis en valeur encore, quand je les entends parler, c'est que toutes les plantes qu'ils ont plantées sur la parcelle Saint-Tropez ont aussi des propriétés médicinales. Et que je pense que le fait qu'elles poussent dans une succession naturelle, que chaque plante ait sa place dans l'écosystème, ça va changer aussi les propriétés. Alors c'est possible. Et alors du coup, voilà, on va pas digresser là-dessus parce que je voudrais encore parler des plombes, mais tout ça pour dire que tu vois, le noyer qu'elle va planter, moi je peux ramasser les bourgeons de noyer, elle met des cassis et des framboisiers, je vais ramasser les bourgeons et quelques feuilles, et tout ça, elle s'en sert quasi pas parce qu'en fait du coup c'est de l'ombre, c'est de la biomasse, c'est de l'humus, et ça, cette dimension-là dans le côté Saint-Tropez, c'est vraiment super, et j'ai trouvé ça chouette. Et après, je remercie aussi Laurent et Marie, donc de la ferme des Deux Rivières, qui m'ont aussi permis de cueillir chez eux. Je me souviens encore de cette session coquelicot camomille au milieu des poireaux poussés. C'était magnifique. J'ai adoré faire ça. Je marque une pause pour partager un petit message qu'Ondine m'a envoyé juste après notre interview. Ouais, salut Opaline. Je me suis rendu compte d'un truc pas cool, c'est que dans les remerciements, j'ai pas remercié JB, tu sais, ma famille. Et JB pour son soutien, parce qu'on est dans la même barque avec nos projets, et qu'il me donne des coups de main, tu vois, pour le tracteur, l'irrigation. Et puis les enfants, parce que du coup, ils m'aident aussi à planter, ils m'aident à cueillir, et ils viennent sur les marchés, tu vois. Donc je sais pas si on peut faire un petit montage avec un vocal téléphone comme ça pour rajouter ça ou quoi. Voilà. Allez, bisous. Après, les gens du village m'ont aussi bien supporté. J'ai quand même beaucoup de clients fidèles et locaux. J'adore quand ils passent à la maison. J'adore la période de Noël où du coup ils refusent d'aller dans les supermarchés et que acheter mon eau de rose au cul de la voiture du marché ici, ils sont ravis. En plus, c'est joli, ça fait des jolis cadeaux. Ils le disent eux-mêmes, c'est de chez moi. Ça, cet engouement-là, c'est top. Le petit village de Bari, je le remercie aussi parce qu'il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose de cool. Tu vois, on est dans un cul-de-sac en bord de Garonne. Il y a une ambiance zone inondable où on s'aide un peu tous, tu vois. On l'a vécu, donc du coup, maintenant, on est un peu tous soudés. Et pouvoir partir à vélo, là, ou à pied même, juste bord de Garonne cueillir, c'est le bonheur, quoi. Quand tu as connu Paris, les 2 heures d'embouteillage, même Bordeaux, c'est invivable. Ouais. Eh ben, merci beaucoup, Ondine. Merci à toi. Voilà. Ce reportage chez Ondine est terminé. Avant de vaquer à vos occupations, prenez le temps de faire une pause. Détendez un petit peu vos muscles et respirez. Comment vous vous sentez ? Et à présent, vous pouvez vous demander avec quoi vous repartez de cette écoute. Je remercie les artistes Mose et Ancestral Elephants de me permettre de vous faire écouter leur superbe musique dans cet épisode. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, et à bientôt.